Déshabillez-moi. Bonjour, et bien comme chaque semaine, c'est avec grand bonheur que je vous retrouve chaque samedi et chaque dimanche dans notre émission Déshabillez-moi diffusée sur Plug RTL. Alors tout de suite, sans plus attendre, le sommaire en images. Cette semaine, direction Marrakech à la rencontre de Nathalie Piquin pour Mia Zia. Nous parlerons chez Galeria Inno de bretelles pour hommes, un accessoire tendance. Nous aurons également le plaisir de voir le travail artistique d'Olga et Uliana. Boudou Boudou et ses créations bijoux. Direction Marrakech, à la rencontre de Nathalie Piquin et de Mia Zia. Mia Zia, nous allons justement voir un petit peu ce qui se trame derrière voilà, cette marque. Alors, rencontre avec justement l'usine qui fabrique ces très chouettes produits. Parlez-moi un petit peu de Mia Zia. Qu'est-ce que Mia Zia? Alors Mia Zia, c'est déjà une marque belge, bruxelloise. Nous avons plus de 20 ans. Nous avons racheté la marque il y a 13 ans et on maintient et on reste dans l'ADN de base et de la philosophie de base de Mia Zia, qui est donc une marque d'accessoires, de prêt-à-porter et de linge de maison. Quelles sont les étapes réalisées dans les ateliers de Marrakech? On travaille avec la styliste à partir d'un dessin technique, à partir de mesures qui ont été données. Alors de deux choses l'une, soit c'est un volume qu'on connaît et qu'on remodifie, soit c'est tout à fait une nouvelle création. Et puis l'autre étape très importante, c'est quelle rayure, puisque nous avons depuis 20 ans une série énorme de rayures qui existent. Donc chaque année, par exemple, on a la toute petite rayure qu'on appelle folle, et ça, on ne peut pas l'enlever parce que c'est un best chez nous. C'est-à-dire que les clients qui la connaissent, à un moment donné, se sont peut-être lassés parce qu'ils la connaissent. Mais les nouveaux clients, c'est vraiment notre rayure, notre identité de Mia Zia. Mais nous faisons aussi des petites, des larges, des nouvelles, on peut faire des jacquards, etc. Que réalisez-vous en matière de prêt-à-porter, d'accessoires prêt-à-porter? Nous réalisons énormément d'écharpes, soit tissées sur des vieux métiers à tisser au Népal, soit tricotées sur des machines manuelles, donc c'est très important pour nous, tout le côté artisanal. Donc on produit énormément de chaussettes, 2 collections par an, hiver-été, hommes et femmes, et donc nous dessinons tout nous-mêmes. Donc au bureau de Bruxelles, on crée, on dessine des nouveaux motifs. Évidemment, on essaye de suivre la tendance du moment, donc on va au salon Première Vision à Paris pour voir quelles sont les tendances. La dernière tendance en chaussettes, par exemple, c'est le lurex. C'est vraiment un gros succès chez nous et donc c'est devenu presque un basique chez nous et on propose plus de 9 couleurs dans les chaussettes en lurex, ce que les autres marques ne font pas. Nos chaussettes, on les produit au Portugal dans un atelier assez haut de gamme. Parlez-moi un petit peu au niveau du prêt-à-porter, ce que vous produisez au Maroc, puisque c'est au Maroc que nous sommes aujourd'hui. Bien sûr. Justement, en prêt-à-porter, nous avons considérablement réduit la collection pour ne garder justement que des basiques Mia Zia. Qu'est-ce que ça veut dire basique Mia Zia? Ça veut dire qu'on veut rester dans ce qu'on fait le mieux et dans l'ADN. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est premièrement du fil italien, très très important. En hiver, du fil de chez Tolegno ou Barufa 100% laine. Ce sont des fils de qualité, chers, qui sont faits dans les meilleures filatures italiennes. Et donc en été, du coton de chez Emile Cotoni ou Fil Pucci, ou de la viscose aussi, qui va amener de la lumière dans une gamme, le côté un peu brillant. Au Maroc, je vous disais, en pièce principale de prêt-à-porter, c'est surtout la maille. Et pourquoi la maille? Parce que la maille est tricotée sur machine manuelle et le savoir-faire d'ici, des tricoteurs, c'est justement de mélanger ces fils de manière aléatoire. Donc ça, c'est très important chez nous. Vous n'avez jamais deux pulls les mêmes, puisque c'est le tricoteur sur sa machine à tricoter qui choisit la séquence des couleurs selon son inspiration. Et comme ici, c'est un peu la magie de l'artisanat, ils ont du goût, ils ont cette sensibilité des couleurs qu'on ne trouve pas ailleurs. Si vous voulez, même si la gamme est définie par les stylistes chez nous, en interne, dans notre bureau d'études, c'est vraiment le tricoteur
qui choisit et qui tricote selon son humeur. Vous voyez ? Donc vous avez le patronage, vous avez le tricotage et ensuite il faut couper cousu, que ça soit en maille ou que ça soit une housse de couette ou un coussin, etc. Il faut couper. Donc tout ça est fait manuellement avec le suivi des patronages. Ensuite vous avez la finition, le montage. Et il y a une étape qui n'est pas réalisée à l'atelier, c'est tout ce qui est teinture. Ça, forcément, c'est externalisé. On fait la robe ou la pièce et puis ça sort et la teinture se fait à l'extérieur et revient. Il faut faire très attention, évidemment, parce que la teinture, elle doit bien être fixée. Voilà. Et tout ce qui est teinture se réalise aussi au Maroc? Oui, tout à fait. Oui, se réalise au Maroc dans des endroits spécialisés de teinture. Est-ce que Miyazia a un e-shop? Oui, vous pouvez commander partout dans le monde sur notre e-shop, mais attention, nous ne mettons pas forcément toute la collection sur Internet, puisque c'est beaucoup de logistique, et que nous faisons aussi de temps en temps des petites séries, puisqu'on aime ce côté exclusif, ce côté artisanal. On peut retrouver les créations Miyazia dans le cadre sympathique de Pop-up. Eh bien, aujourd'hui, chez Galeria Hinault, avec Valérie, notre conseillère en images, on va vous parler de la paire de bretelles. Alors, la paire de bretelles, à une époque, elle était tout simplement dédiée au confort, du soutien du pantalon. Aujourd'hui, elle a cette fonction peut-être, mais elle a aussi cette fonction, je vais dire, artistique et esthétique. Alors, on va un petit peu voir comment Valérie a décidé de créer un look par rapport à cette paire de bretelles. Alors, dans notre séquence Hinault dédiée à l'homme aujourd'hui, on va parler d'une pièce maîtresse, comme dans toute cette série de Déshabillez-moi. Valérie, aujourd'hui, un look avec une paire de bretelles. Et j'ai vu que vous m'aviez même sorti des paires de bretelles. Oui. Mais on va d'abord parler de ce look sur base de cette paire-là. D'accord. Alors, comme elles sont fantaisie, j'ai d'abord choisi une base de vêtements classique, c'est-à-dire sobre, avec une chemise blanche et un pantalon. Donc, la chemise classique slim, pour qu'on puisse la mettre dans le pantalon. Slim veut dire que c'est cintré par des petites pinces, sur les côtés, à l'avant et à l'arrière. Sur un pantalon classique, mais qui n'est pas vraiment classique de par sa matière. Oui. Voilà. C'est une matière? Ça, c'est du jersey. C'est comme des t-shirts. C'est de la matière élastique, donc c'est confortable et en même temps comme dans un look de printemps. Mais alors bon, je veux bien, mais comment se fait-il qu'il y a 3 paires de bretelles? Mais parce que justement, comme on a choisi des couleurs de base, on peut accessoiriser avec les bretelles et les mettre de toutes les couleurs. D'accord, oui. Donc là, vous nous avez choisi les lignes, oui. Là, j'ai choisi des petits triangles noirs et gris. Et alors là, il y a le bordeaux. En effet. Mais on aurait pu prendre des bretelles. Quelque part, sur base d'un look assez, on va dire, neutre, monochrome, on peut se permettre de jouer la couleur, la fantaisie dans l'accessoire. Parlons matière. Du cuir, du beau cuir souple, bien lisse, couleur cognac, classique. Oui, couleur cognac, assortie ceinture, cuir, couleur cognac. Voilà. OK. Ici, je voyais la forme des poches. Oui. On en a parlé dans une émission précédente. La forme des poches. Et si je regarde à l'arrière, il y a le rabat, mais alors, c'est un petit peu l'esprit chino. Voilà. Un petit peu modifié, un petit peu de par sa matière et par comme j'expliquais dans l'autre émission, par la patte. Mais on retrouve la poche passe-poilée. Et donc, oui, parlez-moi un petit peu de cet accessoire. Le nœud de papillon, c'est un petit coup de cœur, un petit clin d'œil chic, un petit clin d'œil fun. On le rajoute, on n'est pas obligé, mais les bretelles et plus le nœud de papillon, ça fait un petit look décalé sympa. Un petit look décalé sympa, OK. Olga conçoit chaque bijou comme une véritable œuvre d'art. Comme si de vraies peintures ou sculptures émergeaient de son imagination et se transposaient aussitôt en une pièce de joaillerie unique. Passionnée depuis le plus jeune âge par la mode et la couture,
Uliana fait des études en Ukraine, mais c'est en Belgique qu'elle découvre avec beaucoup de plaisir l'univers de la création du prêt-à-porter. Très sensible à la texture des tissus, elle aime mélanger les étoffes. Soie, jersey, simili-cuir, pour imaginer de nouveaux modèles. Eh bien, on change de registre maintenant pour notre prochain sujet. Nous allons parler bijoux de fantaisie. Définissez-nous un peu Boudou Boudou. Boudou Boudou, c'est une collection de bijoux, d'accessoires, principalement des bijoux, qui sont assez variés, mais toujours avec une dimension ludique et un peu plus décalée de ce qu'on trouve en bijouterie plus traditionnelle. Donc c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans la bijouterie traditionnelle, on est dans quelque chose un peu plus fun. Comment a démarré l'aventure? Au départ, j'avais fait, je pense que c'était une petite broche Playmobil qui m'avait plu pour moi. Je me suis dit, oh, bah, c'est fun, je la mets, et puis craquage complet dans toutes les copines. Et donc je me suis dit, bon, bah, peut-être ça peut plaire. Et je me suis inscrite à un marché de créateurs, le marché Bobo, c'était ouais, il y a 10 ans à peu près. En un week-end, j'ai vendu une centaine de broches. Donc j'avais à peine le temps de les faire que je les vendais au fur et à mesure que je les faisais sur place. Et là, je me suis rendu compte que vraiment il y avait un potentiel. Et j'ai commencé à ce moment-là à démarcher des boutiques. Et j'ai eu beaucoup de chance aussi à ce moment-là, c'est qu'à cette époque-là, il y avait la boutique des Beaux-Arts Shop dans le Palais des Beaux-Arts. Et eux, ils ont complètement accroché. Et j'avais carte blanche, j'avais un grand mur qui faisait 3 mètres de large sur 4 mètres de haut. Et je pouvais le remplir. Et ça a été une très bonne carte de visite pour moi. Il y a beaucoup d'autres boutiques qui ont vu mon travail dans cette boutique-là. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à pouvoir développer la gamme grâce à ça. Travaillez-vous avec du matériel de récupération? Tout au départ, c'était vraiment axé sur les jouets. Donc j'ai commencé avec des Playmobil, puis j'ai étendu avec des Lego, avec des chaussures de Barbie, avec des pièces de Scrabble, et puis après petit à petit avec toutes les pièces que je chinais à gauche à droite. Et ce sont effectivement que des jouets de récup. Donc il y a vraiment une volonté de réintroduire dans le circuit des objets, on va dire, un peu délaissés, avec une envie toujours d'être dans des couleurs très flash et des matières, effectivement plutôt des matières plastiques et des matières qui permettent justement des couleurs bien peps. Serait-ce la nostalgie des grands enfants? Mon public est celui qui est content de pouvoir se donner par l'achat d'un bijou, par le fait de porter un bijou, une opportunité de pouvoir continuer à jouer d'une certaine manière et de pouvoir continuer à manipuler les Playmobil, les Lego, ou les dominos, enfin toutes ces pièces qui ont marqué notre enfance, effectivement. À qui s'adressent vos bijoux? J'ai des enfants qui sont très contents de pouvoir avoir leur petit personnage préféré accroché à leur veste ou en porte-clés pour aider à ouvrir la norac. Donc ça, il y a les enfants, j'adore. Et puis les parents qui ont joué avec ces jouets-là. Mais alors là, en tant qu'adulte, j'ai tout style parce que j'ai des personnes qui portent des couleurs très éclectiques, comme j'ai aussi des personnes très sobres et très chics qui sont très contentes d'avoir pour une occasion un bijou qui claque sur une tenue très chic et distinguée, quoi. Ce sont donc à chaque fois des pièces uniques. C'est vrai que la plupart du temps, ce sont des pièces quasi uniques. C'est vrai que moi, j'ai aucun intérêt à reproduire en série le même article, je ne sais pas combien de fois, ça ne m'amuse pas. Moi, c'est vrai que j'ai envie avant tout de m'amuser. J'ai envie que les personnes le ressentent aussi quand ils choisissent une pièce. Donc même les nouveaux colliers que je fais qui sont avec des pièces neuves, ce qui m'amuse, c'est le fait de composer. Et donc j'en compose un et puis j'en passe à un autre. Faites-vous des collaborations avec d'autres artistes? Dès que je peux mettre en place une petite collection ou un partenariat avec d'autres artistes, je suis partante parce que je trouve que c'est toujours enrichissant de découvrir le travail d'autres personnes. Comme par exemple avec ces 2 petites broches que j'ai mises là, qui sont une série que j'ai mis en place avec un collectif de sérigraphes qui s'appelle les Tontons Racleurs,
où là, en fait, on a travaillé ensemble une gamme de motifs sérigraphiés sur du bois. Les formes sont découpées au laser. Et puis, ils m'ont donné toutes les formes et j'en fais ce que je veux. Donc, j'ai décliné en plein d'articles différents. Je m'amuse aussi parce que j'ai carte blanche pour en faire ce que je veux. Mais voilà, c'est un tout autre style. Mais quel est le rêve de Boudou Boudou? Effectivement, le rêve, c'est de pouvoir se dire qu'il y a une place pour les créateurs qui se développent de plus en plus. Mais bon, ce rêve est en train de se réaliser d'une certaine manière, parce que quand j'ai commencé il y a 10 ans, on n'était vraiment pas nombreux du tout. Je devais constamment presque me justifier, les gens qui regardent, qui ne comprennent pas, mais pourquoi vous faites ça, alors qu'il y a tellement de choses qui existent dans les grandes chaînes de magasins qui sont très bien. Puis petit à petit, éduquer les gens, leur dire, bah non, en fait, c'est pas forcément bien toutes ces grosses chaînes de grande distribution en masse. Le travail fait par un créateur, fait par un artisan, c'est bien plus intéressant. Et maintenant, les gens le comprennent. Il n'y a presque plus besoin de devoir l'expliquer. Et donc, je dirais qu'au départ, mon rêve, c'était ça. Et donc, il se concrétise parce que maintenant, les gens comprennent et même sont enthousiastes. Donc voilà, ce que j'espère, c'est que ça continue comme ça et que ça prenne l'inverse, que les gens reviennent presque intégralement de la consommation intelligente et avec des artisans, des artistes, des créateurs, et laisse tomber complètement l'esclavagisme de la grande distribution. J'espère que ces sujets vous ont plu, plus précisément peut-être ces sujets que nous dédions à l'étranger. Moi, je vous souhaite une agréable fin de journée, une très agréable semaine, et puis eh bien, on se donne rendez-vous tout simplement la semaine prochaine, même jour, même heure. La semaine prochaine, nous découvrirons ensemble Yasmine Saleh, jeune créatrice libanaise. Le sac pour homme, un accessoire devenu indispensable pour l'homme. Rencontre avec Alter Hera, jeune styliste bruxelloise. Nous aurons également le plaisir de voir sur podium le travail de création de Véronique et Cécile. Déshabillez-moi.